Cette présentation porte sur l'utilisation de l'imagerie cérébrale pour la recherche en éducation. L'imagerie cérébrale regroupe un ensemble de techniques qui permettent de savoir quelles sont les régions du cerveau qui sont activées lors de la réalisation de tâches cognitives. Dans cet exposé, je vais vous présenter des éléments de la problématique du cadre conceptuel et du cadre méthodologique d'une recherche en cours. Cette recherche porte sur les mécanismes cérébraux qui sont liés au changement conceptuel en physique. Le but de cette présentation est de discuter à la fois de la pertinence de l'imagerie cérébrale en éducation, mais aussi des démarches et des contraintes liées à ce type de recherche. La problématique repose sur l'idée très documentée que les gens possèdent des conceptions avant même leur premier cours de sciences et que ces conceptions s'opposent souvent aux conceptions qu'on cherche à enseigner. Et ces conceptions sont non seulement fréquentes, mais sont également difficiles à faire évoluer. Ces conceptions sont persistantes, ce qui pose tout un défi pour l'enseignement des sciences. C'est ce qui a amené les chercheurs à étudier l'apprentissage des sciences sous l'angle d'un changement conceptuel. Il existe une vaste littérature sur le changement conceptuel, une littérature qui repose sur différentes perspectives de recherche et différentes méthodologies, sur différentes définitions également du changement conceptuel. Comme le dit Dissessa dans un article publié en 2006, il n'existe pas de modèle du changement conceptuel qui fait l'objet d'une adhésion d'un nombre important de chercheurs. À vrai dire, il existe des modèles hypothétiques qui combinent des idées théoriques, oui, mais beaucoup de sens commun. Et le fait qu'il existe autant de modèles qui sont parfois complémentaires, mais qui sont parfois en opposition, cause des problèmes à la fois pour la formation des maîtres et à la fois pour les enseignants. Parce que le domaine du changement conceptuel est si vaste et si varié qu'il est difficile de mettre en avant-plan des modèles plus intéressants que d'autres. Pour favoriser le développement de ce domaine de recherche, il semble évident qu'il soit nécessaire de développer davantage la base de connaissances empiriques de ce domaine-là. En ayant plus de résultats de recherche empirique, ces résultats-là, s'ils sont solides, pourront servir de contrainte à la modélisation des processus de changement conceptuel, pourront servir de cadre de référence à l'évaluation de la pertinence relative de ces différents modèles-là. Et pour élaborer cette base de connaissances empiriques, il peut être intéressant d'utiliser de nouvelles méthodologies. Et l'imagerie cérébrale comporte de nombreux avantages. Notamment, ça permet d'accéder à un niveau d'analyse qui est jusqu'ici inexploré, un niveau qui est ni le niveau comportemental, ni le niveau au niveau des conceptions, mais plutôt au niveau du cerveau. Ça permet également de mesurer une nouvelle variable dépendante, l'activité cérébrale, variable qui n'a jamais été mesurée jusqu'à présent. Ça permet de vérifier les hypothèses actuelles qu'on a sur le changement conceptuel, mais également de stimuler la formulation d'hypothèses inédites. Ces deux derniers points-là vont être bien illustrés par deux recherches qui se retrouvent dans le cadre théorique de notre recherche. La première est une recherche qui porte sur le changement conceptuel en physique, en mécanique, plus précisément. Fugelsang et Dunbar ont utilisé la stratégie suivante qui est de comparer les novices et les experts en se disant que les experts ont déjà réalisé un changement conceptuel, ce qui permettra de voir quels sont les mécanismes cérébraux liés à la réalisation d'un changement conceptuel. Et ils ont présenté à ces novices et ces experts-là deux types de films, des films parfois naïfs, des films parfois newtoniens. Les films naïfs mettent en scène deux balles, l'une plus grande que l'autre, et la balle la plus lourde tombe plus rapidement que la balle la moins lourde, conformément à une conception fréquente, selon laquelle les objets plus lourds tombent plus rapidement. Parfois aussi, on présente des films newtoniens, c'est-à-dire des films dans lesquels les objets plus lourds ne tombent pas plus rapidement dans un univers sans résistance de l'air.
Et sans vous faire part de l'ensemble des résultats, il y a un résultat qui est particulièrement intéressant, qui est que certains novices répondent scientifiquement, c'est-à-dire que lorsqu'on leur présente des films newtoniens, ils disent qu'ils sont en accord avec ce qu'ils sont en train de regarder, que ces films newtoniens-là sont conformes à leur conception. Cependant, ces novices-là qui répondent de façon scientifique activent leur cortex singulaire antérieur, qui est une région située juste en dessous du cortex préfrontal. Dans la littérature, le cortex singulaire antérieur est lié à la détection de conflits. Cette région-là s'active lorsqu'il y a conflit, dans ce cas-ci, entre les conceptions des individus et les informations présentées. Donc, on observe une contradiction en quelque sorte. C'est que les novices disent qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition entre leur conception et ce qui est présenté. Mais le cortex singulaire antérieur est activé, et ce cortex singulaire-là est lié à la détection de conflits. L'interprétation que fait Dunbar et ses collaborateurs de ce résultat-là est qu'en fait, ce résultat-là ne peut pas être expliqué par la vision classique du changement conceptuel, vision selon laquelle les connaissances antérieures doivent être effacées pour être remplacées par d'autres, ou que les connaissances antérieures doivent être restructurées de façon majeure pour permettre la réalisation d'un changement conceptuel. Ça ne peut pas être interprété de cette façon-là. Mais Dunbar propose plutôt que les individus arrivent à inhiber, c'est-à-dire désactiver les réseaux neuronaux en lien avec la formulation de réponses inappropriées. Donc, cette recherche-là permet de remettre en question les interprétations classiques du changement conceptuel et permet d'apporter un nouveau concept, celui d'inhibition, qui est très intéressant, très prometteur pour la modélisation de ce type de processus. Dans une deuxième recherche, cette fois en chimie, Dunbar et ses collaborateurs ont demandé aux participants de dire ce qui arrive aux molécules d'un liquide après évaporation. Et ont utilisé la même stratégie, c'est-à-dire comparer l'activité des novices et des experts. Lorsqu'on leur demande de dire si les stimuli présentés sont conformes à ce qui arrive lorsqu'il y a évaporation des molécules d'un liquide. À vrai dire, on présentait deux types de stimuli, des stimuli, encore une fois, naïfs et scientifiques. Dans les stimuli scientifiques, les molécules, par exemple les molécules d'eau, se dispersent suite à l'évaporation. Tandis que dans les stimuli naïfs, c'est bien ça, les atomes de la molécule d'eau se séparent et se dispersent lors de l'évaporation. Et il y a des régions davantage activées chez les novices, et c'est des régions en général qui sont davantage postérieures. On parle du lobe occipital et du lobe pariétal. Le lobe pariétal étant lié à la perception spatiale, donc les distances entre les différentes molécules, et le lobe occipital lié à la vision. Donc les novices utilisent des stratégies plutôt perceptuelles. Chez les novices, on remarque que c'est plutôt le cortex préfrontal qui est davantage activé. Cortex préfrontal qui est lié à des fonctions cognitives de plus haut niveau, dont notamment le contrôle cognitif. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'un des modèles, une théorie intéressante en neurosciences cognitives concernant le rôle du cortex singulaire antérieur, est que le cortex singulaire antérieur, son rôle est de détecter les conflits. Mais à quoi sert la détection de conflits? Ça sert à envoyer un signal au cerveau de la nécessité d'un meilleur contrôle cognitif, la nécessité de faire davantage attention parce que les processus utilisés spontanément s'avèrent inappropriés. Donc, les deux recherches sont fort intéressantes et se complètent bien. D'une part, les processus d'inhibition pourraient être en lien avec les processus de changement conceptuel. Et cette inhibition-là est liée à un plus grand contrôle cognitif lors de la réalisation de la tâche. Dans notre recherche, on a repris des
des éléments des recherches de Dunbar, c'est-à-dire on a décidé de conserver l'idée de comparer des novices et des experts, mais en plus d'impliquer la tâche en mécanique présentant des objets qui tombent, on va également avoir une tâche en électricité, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, le changement conceptuel en électricité. La deuxième chose, c'est que on va non seulement présenter la tâche, mais en fait, la collecte des données va se faire en 3 temps. D'abord, on va présenter la tâche, ensuite on va présenter les réponses à cette tâche-là, puis ensuite on va refaire la tâche une deuxième fois, ce qui va permettre, puis ce qui n'a jamais été fait, de comparer l'activité cérébrale après, par rapport à avant, la réalisation d'un conflit cognitif. Parce que chez les novices, lorsqu'on va présenter les réponses, il va y avoir opposition par rapport aux réponses antérieures. Donc, il va y avoir en quelque sorte un conflit cognitif. Puis on va pouvoir mesurer quelle est la variation avant par rapport à après par rapport à avant de l'activité cérébrale. Pour ce faire, on a choisi d'utiliser la résonance magnétique fonctionnelle, qui est une technique utilisée de plus en plus souvent en neurosciences cognitives depuis une dizaine d'années, qui en fait, on l'a choisi parce que c'est la seule technique qui permet de mesurer l'activité du cortex singulaire antérieur, qui est une région sous-corticale. Dans l'appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il faut que les participants réalisent une tâche. Mais pas n'importe quelle tâche, il faut que cette tâche-là réponde à un certain nombre de contraintes. La première est liée à l'acquisition des données. Les participants doivent être couchés et la tête doit demeurer immobile et il y a beaucoup de bruit lors de l'acquisition des données. Ce qui fait en sorte que les stimuli auditifs sont à éviter, que les stimuli visuels, des films ou des images, sont à privilégier. Les réponses motrices, comme appuyer sur un bouton, sont possibles, tandis que les réponses écrites et verbales sont très difficiles à obtenir puisqu'ils impliquent le mouvement des participants. Il y a des contraintes liées à l'analyse des données aussi. Il faut savoir que lorsqu'une région cérébrale est activée, la variation de signal qui est mesurée est de l'ordre de 1 à 2%, donc très petite. Et donc, il va falloir non seulement avoir plusieurs sujets, habituellement c'est de 8 à 15 par groupe, 8 à 20 même, je dirais, par groupe selon le type de recherche. Mais il va falloir aussi avoir plusieurs mesures de chacune des conditions impliquées dans la tâche. Donc, il va falloir répéter à plusieurs reprises le même genre de questions. Il y a aussi des contraintes liées à la réponse hémodynamique. L'appareil ne mesure pas directement l'activité cérébrale, mais mesure l'augmentation de la quantité d'hémoglobine oxygénée à la région précise où se situe l'activation cérébrale. Mais cette réponse hémodynamique-là ne se produit pas instantanée. L'augmentation, puis ensuite la réduction, se fait sur un laps de temps d'environ 10 secondes. Donc, pour arriver à mesurer un signal, il va falloir présenter les stimuli de façon à répondre à cette contrainte-là. Puis il y a deux stratégies qu'on peut employer. On peut employer un design en bloc ou un design événementiel. Dans le design en bloc, on présente les stimuli d'une condition l'un à la suite de l'autre. Il y a donc augmentation du signal lors de la présentation du premier stimuli, mais au lieu que le signal redescende par la suite, puisqu'on présente un stimuli suivi d'un autre, le signal va demeurer assez élevé. Puis lorsqu'on va cesser la présentation des stimuli, le signal pourra redescendre. Puis on va présenter des blocs de stimuli de différentes conditions. Cependant, lorsqu'on veut étudier des processus cognitifs assez complexes qui impliquent souvent l'individu de choisir une réponse parmi 2 ou parmi 3 choix, si on présente les stimuli toujours du même type, l'individu va toujours appuyer sur le même bouton, ce qui va avoir pour effet de saturer le signal puisqu'il va y avoir une moins grande nécessité, de ressources cognitives, il va y avoir une diminution du signal. Donc, pour contrer cette difficulté, on va utiliser un design événementiel dans lequel on présente les stimuli de façon aléatoire.
On présente parfois les stimuli A, B, puis ensuite de façon aléatoire, mais on va laisser un espace de 2 à 10 secondes en général entre la présentation des différents stimuli. Voici ce que ça donne pour la tâche en électricité. Ce qui est présenté dans ce tableau, c'est la première et la dernière image du film. Voici un exemple de stimulus scientifique où on présente des fils avec des ampoules. Et dans la dernière image du film, on branche une source d'alimentation et certaines ampoules vont s'allumer, d'autres pas. Ici, on a l'ampoule connectée à la source d'alimentation par un seul fil qui ne s'allume pas. Tandis que pour ici un exemple de stimulus naïf, l'ampoule liée à la source d'alimentation par un seul fil va s'allumer conformément à une conception fréquente. Et on a aussi des stimuli contrôle dans lesquels à la fois les experts et les novices vont répondre de la même façon. Ici, ils vont répondre que c'est normal que l'ampoule n'allume pas puisque le fil est brisé. Si on vous présente ça sous forme de film, on voit donc des ampoules et des fils. La source d'alimentation est branchée, puis l'individu peut répondre. Donc, il y a toute une série de stimuli qui sont présentés. Et en fait, il faut en général de 20 à 25 stimuli par condition. Donc, la tâche va durer en tout 5 minutes x 2. Fois 2 blocs de présentation, suivi du moment où on présente les réponses. Puis finalement, on refait ces 2 blocs de 5 minutes. Là. Et à quoi on s'attend comme résultat? On s'attend premièrement à ce que les novices activent davantage le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal après avoir subi un conflit cognitif. Ça pourrait augmenter les évidences qu'on a que l'inhibition et le contrôle cognitif pourraient jouer un rôle dans les processus de changement conceptuel. La deuxième chose est que les experts pourraient activer davantage le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal que les novices. Ça, si c'est vrai, ça voudrait dire que l'inhibition et le contrôle jouent un rôle non seulement au début des processus de changement conceptuel, mais aussi jouent un rôle constant dans la formulation de réponses scientifiques, que même les experts doivent arriver à inhiber leurs réseaux neuronaux qui sont liés à la formulation de réponses inappropriées pour arriver à répondre de façon scientifique. Mais si c'est faux, c'est intéressant aussi parce que ça voudrait dire que l'inhibition et le contrôle ne jouent peut-être qu'un rôle temporaire. Puis par la suite, l'expertise fait en sorte que la tâche devient de plus en plus facile et on a de plus en plus de processus d'automatisation. Et on n'a plus besoin des fonctions cognitives de contrôle cognitif. Merci.